Le ronde, je me présente rapidement, je suis Isabelle Vauconsant et comme Sylvie tout à l'heure, je suis à la fois membre des JNE et de la JGH. Les haies, tout le monde s'accorde aujourd'hui à leur trouver des qualités, des utilités, même une beauté. Pour autant, on arrache encore 23 500 km de haies par an, alors qu'on n'en replante que 7 000. Le compte n'y est pas. Ce soir, nous avons donc rassemblé 4 intervenants que je vais laisser se présenter, pour rappeler, d'une part, ce qui a conduit à cette disparition des haies, débattre de la multiplicité de leurs qualités et se demander comment rendre vie au territoire en replantant des haies. Dans un premier temps, Sonia, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire ce que c'est qu'une haie et puis nous raconter un peu comment elles ont disparu en France ? Bonjour, merci Isabelle. Alors, je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour dire ce qu'est une haie. Oui, je suis juste une écrivaine amoureuse des haies. Et du coup, j'ai écrit un essai sur la haie comme objet de pensée. Alors, on pourrait dire qu'une haie, c'est une tranche de forêt qui est composée de strates de végétation diverses, des grands arbres. Alors, elles n'y sont pas forcément toutes. On le sait, il y a des haies basses et des haies très hautes, il y a du bocage, il y a des haies isolées, des haies dans les jardins, des haies en forêt, au bord des forêts, entre divers écosystèmes. Donc il y a des arbres de haut jet, des arbres de moyen jet, des petits arbres, des arbustes qui ont un tronc, des arbrisseaux dont toutes les branches partent au niveau du sol. Il peut y avoir une bande herbacée, un fossé. Elles peuvent être plantées sur un talus. Donc elles sont absolument protéiformes, mais on peut dire que si on coupait, si la forêt était un sandwich, on aurait une petite tranche de saucisson, ça pourrait être comme ça une haie en tranches. Donc voilà, des haies, il y en a des monospécifiques, on parle de béton vert, en général on ne les aime pas trop, elles sont très opaques, très denses, plantées d'ifs, d'Okuba, etc. Et puis il y a les haies variées, il y a toutes sortes de haies, les haies plessées, on en trouve depuis l'Antiquité. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que depuis que l'homme a domestiqué le bétail, il a fallu le parquer, le protéger, et donc on a planté des haies. Jules César, dans la guerre des Gaules, évoque des batailles contre les Nerviens, de féroces belges, qui n'avaient pas de cavalerie, eux, contrairement à César. En revanche, ils avaient des haies qu'ils plessaient déjà, c'est-à-dire qu'ils les incisaient, ils incisaient les branches pour faire pousser, donc ils incisaient des branches verticales pour faire pousser des branches horizontales d'épineux, prunelles, aubépines, que sais-je, et ça avait donné une forêt absolument infranchissable, et César écrit dans la guerre des Gaules qu'il a été arrêté par les Nerviens. Et donc les haies ont évolué, et si elles ont disparu, pour répondre à ta question Isabelle, notamment récemment, c'est à partir de 1950, on considère qu'il y en a 70% qui a disparu en France, en raison principalement du remembrement, qui n'était pas une mauvaise chose, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que ça a permis d'améliorer les rendements et donc d'améliorer la vie des agriculteurs, des paysans. L'idée, c'était de rassembler les parcelles pour avoir une culture plus logique, faire passer les énormes tracteurs qu'on commençait à créer. Donc, il fallait élargir les chemins. Les agriculteurs, comme tout le monde, ont voulu des voitures. Donc, pour élargir les champs, le plus simple, c'était d'arracher les haies qui les bordaient. On pourrait parler aussi de la baisse de l'élevage en pâturage. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les régions où il y a encore beaucoup d'élevage, des pâtures, il y a des haies. Et puis, enfin, il y a la PAC aussi, puisque en fait, les subventions se sont calculées en fonction des surfaces cultivées, et donc 1 kilomètre de haies, ça peut permettre des sous en plus. Voilà. Merci. Je propose, Sylvain, que tu démarres et que tu te présentes et que tu nous parles justement de à quoi servaient les haies d'un point de vue juridique pour délimiter des parcelles. Alors,
Oui, bonjour, Sylvain Pelletreau, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement. Donc voilà, donc la présentation de Sonia était tout à fait parfaite. Et effectivement, on le constate bien, il y a une accélération de la disparition des haies, notamment depuis 50 et 70. J'avais regardé. Faut parler plus près, pardon. Je parle plus près. J'avais regardé sur les chiffres, on était en 75 à 1 200 000 km de haies, on est passé en 87, c'est encore moins aujourd'hui, mais à 700 000 km de. Et effectivement, les haies avaient, alors on les retrouve principalement dans les pays d'élevage, je suis tout à fait d'accord avec Sonia, effectivement, et il y avait aussi une simplification, en fait, c'était une délimitation de la propriété, en fait, tout simplement, donc ça avait un côté pratique qui était absolument évident. Et je rappelle pour le petit historique, effectivement, il y a eu ce remembrement dont on a eu besoin à la sortie de la guerre pour justement retourner. Je reparle, pardon, voilà, c'est beaucoup mieux. Ce remembrement à la sortie de la guerre, effectivement, qui a permis aussi d'augmenter les rendements agricoles et de permettre une certaine forme d'autonomie. Donc voilà, donc on voit aujourd'hui qu'il y a un recadrage à faire. Et ce qu'on est en train de faire du reste avec notamment les différents plans dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est aussi à tous la question des usages. Attends, on va d'abord finir le tour de présentation, si ça ne t'embête pas. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rapport à la haie ? Donc, je m'appelle François Mercier, je suis agriculteur dans le département de la Marne. Je suis un céréalier dans les grandes plaines agro-industrielles. Amoureux de nature et de biodiversité, j'ai sur le sein de mon exploitation, par l'intermédiaire d'implantation de haies, de buissons, de bandes enherbées mais aussi fleuries, réussi à retrouver une biodiversité animale et végétale dans un système d'exploitation tout à fait viable économiquement. Et j'en suis fier. Voilà. Agnès ? Donc moi, bonjour, je suis Agnès Sourisseau, je suis à la fois paysagiste et agricultrice. Je me suis beaucoup intéressée en tant que paysagiste aux sols dégradés par différentes raisons et comment restaurer en fait ces milieux dégradés. Donc je me suis intéressée à la place de la végétation et la manière dont elle pouvait contribuer à restaurer des sols dégradés. Donc j'ai travaillé sur des expérimentations d'implantation d'arbres, non pas par plantation, mais par semis direct ou alors par colonisation assistée. Donc c'est pareil, quand on dit qu'il y avait des haies qui avaient été plantées à l'époque, je ne suis pas sûre qu'elles aient été plantées comme on l'entend aujourd'hui. Peut-être que c'était aussi de l'accompagnement de la végétation spontanée à voir. En tout cas, c'est des questions aujourd'hui qui sont vraiment importantes de savoir... le symbole de la plantation est très fort. En revanche, la place de l'arbre en milieu agricole est une question qui doit être traitée d'un point de vue global. Donc voilà, moi je m'occupe de cette manière de réintroduire des arbres en milieu agricole. Et de fait, depuis 2016, avec plusieurs collègues, on a monté une association qui s'appelle Agrophile. Agrophile, ça veut dire agroforesterie en Île-de-France, pour essayer de voir le juste arbre au bon endroit. Et donc là, il y a des typologies très très variées et c'est souvent une source d'enthousiasme pour les agriculteurs qui choisissent de passer par là. Et donc c'est bien. Et donc l'utilité de la haie. Donc je souhaitais commencer parler de l'utilité de la haie en disant qu'on a tendance à critiquer, en tout cas plusieurs personnes ont tendance à critiquer l'impact de l'être humain sur la nature en opposant finalement être humain et nature. Ce qui est plutôt, on va dire, le clan occidental et pas forcément la même définition pour l'ensemble des pays. Or, la haie est avant tout un outil pour l'agriculture et un outil finalement créé par l'être humain et pourtant qui permet à un réservoir de biodiversité de venir et ce qui permettrait, semble-t-il, d'avoir une réconciliation entre les différents usages et les différentes utilités de la haie.
Et donc, je me tourne vers toi, François. J'ai eu le plaisir de lire ton ouvrage et surtout, je vais te citer, puisque tu parles d'un formidable paradoxe. Tu dis que c'est parce que je chasse de la perdrix grise que je protège et qu'elle est encore présente sur mon exploitation. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais chasseur, sans paraphraser les inconnus. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'un chasseur gestionnaire et finalement de ton rôle finalement méthodologique pour être un bon agriculteur, d'être dans le plaisir et en même temps dans le respect de la biodiversité? C'est très complexe. Bon, effectivement, la gestion de la perdrix grise sur mon territoire a été le fil rouge de tous les aménagements que j'ai pu faire, que j'ai aménagé, détruit, refait, dépélacé au fil des ans afin de correspondre le mieux aux besoins biologiques de l'espèce, et ce tout au long de l'année. On voit aujourd'hui des gens qui mettent une belle jachère fleurie, c'est beau, c'est politiquement très correct, mais le reste de l'année, la perdrix, elle n'a rien à bouffer. Et les fleurs, la perdrix, elle n'en veut pas. Vous regardez ce qu'il y a dans son jabot et ce qu'elle consomme, c'est des plantes qui poussent spontanément dans son milieu. Et c'est fort de toutes ces observations que j'ai créé sur mon exploitation une mosaïque de haies, de buissons, mais aussi de bandes enherbées et ou fleuries. Et aujourd'hui, on peut parler de chiffres, si certains connaissent les comptages qui sont réalisés sur mon exploitation. On dénombre plus de 40 couples de perdrix au 100 hectares alors, au printemps, avant reproduction, alors que la moyenne marne est de 7, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment tout un écosystème que j'ai remis en route et qui fonctionne. Et par ricochet, eh ben, c'est aujourd'hui près de 80 espèces d'oiseaux qui sont recensées, qui vont du plus petit, les trachépates, les trachémoteux, et toutes les espèces de rapaces qu'on peut voir revenir, les busards Saint-Martin, cendrés, busards du roseau. Et tout ce monde-là vit en parfaite harmonie. Les perdrix qui sont sur un territoire accueillant ont les moyens de se protéger d'une attaque d'un rapace parce qu'il y a un couvert à portée d'elle. Et donc les rapaces ne sont pas du tout des concurrents pour moi. Et je suis même content de voir tout ce panel d'espèces sur mon exploitation. Et aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai écrit un petit livre pour essayer de plaidoyer et de faire comprendre aux agriculteurs, mais aussi aux chasseurs, que c'est à eux d'abattre les atouts qu'ils ont dans les mains, parce qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas toujours conscience. Et il y a des montagnes à faire bouger, mais je pousse dans le bon sens, j'essaie de les faire bouger. Et je suis content que Manon m'ait convié ce soir pour essayer de faire entendre cette voix. Voilà. Il y a une chose qui a été dite que je trouve extrêmement intéressante, c'est observation, François, et évidemment de l'homme de terrain. Et je pense qu'un des énormes atouts de la haie, on n'en parle pas beaucoup, c'est que c'est un écosystème très riche, ça on le dit, mais un écosystème de proximité. C'est-à-dire que c'est très simple, même à Paris, d'aller se balader le long des haies. On peut les fréquenter. Et donc on peut les observer et amener les enfants. Il y a eu des choses très intéressantes qui vont, à mon avis, dans le sens de tout ce qu'on va dire, qui ont été dites à la table ronde précédente. C'est que emmener les enfants fréquenter des haies, c'est leur apprendre à observer. Alors pour peu qu'on le fasse aussi, qu'on laisse son téléphone, etc. Et c'était Rousseau qui disait la première des éducations, c'est d'apprendre à regarder pour voir. Et ça, les enfants sont friands. Et la haie, avec tous les oiseaux, tous les fruits, la cueillette, on est nombreux à être partis avec un pot à lait en fer blanc pour ramasser les mûres, les noisettes, tous les pollinisateurs, les toiles d'araignée, leurs dessins. En toute saison, la haie, elle est captivante à regarder. Et il ne tient qu'à nous d'emmener les enfants et de les éduquer à voir, à observer. Il a aussi été dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas protéger sans observer, et ça va dans ce sens-là. Je pense qu'on y reviendra. Agnès, à quoi ça sert une haie ? Alors, une haie, je pense qu'elle a effectivement un fort potentiel attractif d'observation, mais c'est surtout un usage avant tout. Et un usage, ça veut dire que c'est intéressant aujourd'hui de voir comment elles sont gérées, les haies. Et donc des agriculteurs qui en plantent dans les champs
En fait, une fois que la haie est plantée ou réimplantée, se pose la question de pourquoi et comment. Et donc, faire on parle des plans de gestion forestier, mais on commence aussi à parler de plans de gestion des haies. Et qu'aujourd'hui, il y a des vrais débouchés à retrouver pour les haies. Alors, ça peut être des fonctions synégétiques, ça c'est très intéressant, mais également l'usage du bois. Aujourd'hui, il est en questionnement. On voit des plans de gestion de haies qui sont à peu près proches de ce qu'on peut voir en forêt. Par exemple, on va les couper, les broyer pour en faire du bois de chauffage. Ça, c'est une version, mais il y aurait énormément de choses à faire en termes d'usage. Et les haies durables, c'est celles qui ont un usage. C'est-à-dire quand une haie devient une contrainte environnementale, elle a un avenir peu assuré. Voilà. Et donc, le simple fait... je dirais que la biodiversité, c'est la conséquence d'un usage. C'est pas forcément... au départ, la finalité qui est recherchée. Et plus une haie est bien gérée, plus elle va accueillir de biodiversité. Quand vous disiez tout à l'heure qu'une haie, c'est une tranche de forêt, à quel endroit de la forêt? Parce qu'au milieu de la forêt, c'est pas une haie. Donc c'est vraiment la lisière qui est plus proche de la haie, où là, effectivement, on peut accueillir une biodiversité très, très intéressante. Donc, en fait, c'est pareil, quand on dit forêt, on dit tout et rien. Quand on dit haie, on dit tout et rien. Aujourd'hui, je pense que les usages de la haie, ils sont à reconstruire ou à se réapproprier, puisqu'effectivement, il y a une érosion de ces linéaires. Aujourd'hui, il y a plein de territoires où, en fait, il n'y a pas de filière dédiée au bois de haie. Voilà, ça, c'est aussi un problème. On peut... Alors aujourd'hui, on parle de haies fruitières, de haies brise-vent. Donc ça, c'est un usage qui est intéressant pour les agriculteurs parce qu'il y a plus de productivité à l'abri des vents. Mais il ne faut pas que ce soit trop à l'ombre des haies parce que là, il y a une baisse de productivité. Donc tout ça, en fait, c'est une gestion du territoire qui implique plusieurs acteurs. Et la responsabilité, elle devient collective à ce niveau-là. C'est pour ça que toutes les aides qui peuvent aider les agriculteurs à mieux gérer ou à gérer leurs haies ou à en implanter d'autres, elle est très importante. Mais, je mets un mais, on a tellement perdu Moi, je sais qu'en discutant avec mes voisins agriculteurs, il y a de ça 10 ans, ils me disaient « Arrête de nous parler d'arbres, nous on est céréaliers, c'est pas notre truc ». Sauf qu'ils étaient aussi chasseurs. Donc à un moment donné, on s'emmerde dans la plaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il y avait aussi une observation de baisse de productivité. Donc tout ça a remis la réflexion de l'arbre dans leur système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux que je connais, en tout cas, n'ont pas du tout envie de faire machine arrière. Et ils ont repensé, en fait, leur gestion agricole dans le long terme. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur une réflexion à court terme des céréales ou des productions annuelles. Là, on se projette dans le temps et c'est une gestion, la haie, du temps et de l'espace et de la lumière, comme en forêt. Et là, ça change beaucoup le métier. Alors moi, je voudrais qu'on pousse encore un peu ça et qu'on dise à quoi sert la haie dans le sol, à quoi sert la haie dans l'air. On sait qu'il y a un certain nombre de haies qui sont replantées par les agriculteurs parce qu'entre autres, le sol s'échappe à chaque nouvelle pluie. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est au-delà de l'usage et de la motivation qui va faire qu'un agriculteur va planter dans les champs. Effectivement, il y a le constat, par exemple, d'une érosion des terres, parce que c'est sûr qu'on a perdu en surface agricole, mais on a aussi perdu en épaisseur de terre arable. C'est-à-dire que les couches les plus fertiles, avec l'érosion, se sont retrouvées dans les cours d'eau et in fine dans la mer, ce qui est quand même une perte pour les générations futures. Les haies ont cette capacité de retenir les sols. Mais les haies plus l'herbe, plus les couverts permanents des sols aussi en agriculture. C'est-à-dire que dès qu'on laisse un sol nu 6 mois de l'année, là, on abaisse le capital productif des sols. Donc la haie a ce rôle-là. Ensuite, pour les agriculteurs, aujourd'hui, on sait que c'est un abri et
un outil en fait pour piloter le système agricole, notamment pour l'accueil de tous les auxiliaires de culture. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus informées par la recherche. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis le stockage du carbone, ça aussi. Bon, après, voilà, à voir comment on rentre dans une monétarisation du système. Et puis un tampon climatique, évidemment. C'est-à-dire que comme on parlait d'effet brise-vent, c'est aussi, par exemple, dans des régions d'élevage, tout le confort que ça peut apporter à des animaux qui vont se mettre à l'ombre des vents et des fortes chaleurs ou des fortes pluies. Donc oui, les services sont énormes. Après, voilà, je ne sais pas si d'autres... Qui veut poursuivre ? Tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je voulais juste rajouter, la haie a un autre rôle, c'est qu'elle va ralentir l'écoulement de l'eau de là où elle tombe jusqu'à la mer, et elle va effectivement éviter le lessivage, mais le fait de la ralentir va lui permettre aussi de s'infiltrer dans le sol et de remplir les nappes phréatiques dont on aura besoin l'été pour alimenter nos arbres et nos cultures, tout simplement. Et quand il y a du lessivage, quand il y a du ravinage, vous perdez la vie de votre sol, mais vous perdez aussi la vie de la rivière qui reçoit tous ces éléments. Les grévières, qui sont les lieux de frais de tout un tas de poissons, deviennent complètement envasés et inutilisables. Donc c'est pas une perte du sol, c'est deux pertes. C'est le sol et la rivière qui sont perdus. Tout à fait. Vous m'entendez pas très bien, excusez-moi. Il faut poser le micro sur le menton. Et j'ajouterais deux choses. C'est que souvent, on a tendance à considérer la haie comme un écosystème, enfin même pas un écosystème, une lisière insignifiante, et je te rejoins Agnès. On parle d'écotone en écologie, c'est-à-dire que la haie, c'est pas zéro, c'est plus que 1 + 1, c'est-à-dire qu'elle réunit les qualités des deux écosystèmes qu'elle borde. C'est pour ça qu'elles sont si riches, notamment en termes de biodiversité. Et puis, une autre chose qui a été évoquée dans la table ronde précédente, c'est la notion de corridor biologique. On a tendance à oublier que, par exemple, quand on emprunte une route, pour nous, c'est le moyen de relier un point à un autre, mais pour les animaux, c'est ce qui peut les couper de leur zone de drague, de leur supermarché, de leur lieu de gîte. J'anthropomorphise un peu à dessein, mais c'est très vrai. Et la haie, au contraire, nous, peut-être qu'elle nous arrête au bout du champ ou au bout du jardin, mais pour les animaux, elle permet de relier un espace à un autre. Et cette notion, dont on a parlé de trame verte, trame bleue, est extrêmement important pour lutter contre ce mitage du territoire, contre ce qu'on appelle l'écofragmentation. C'est d'autant plus vrai quand la haie est bordée accompagnée plutôt d'une bande enherbée. Après, c'est vrai que les haies plessées, par contre, c'est des vraies barrières. Et justement, vous disiez à juste titre, donc pour vous citer Sonia, que pourtant la haie est la grande oubliée des cartes IGN. Donc les cartes IGN, peut-être que je pense que Sylvain saura mieux les définir que moi. Donc évidemment, je laisse la parole aux sachants. Mais surtout qu'il y avait du coup énormément de donc déjà ça veut dire qu'elle n'est pas forcément très bien valorisée pour nous. Et donc la question serait comment est-ce que juridiquement on peut valoriser la haie, puisque on a bien vu que, notamment avec l'importance finalement, et on en parlera sûrement après, du récit, que c'est très présent dans nos univers enfantins, la haie. Donc la question serait, est-ce que la haie peut être une protection, protégée au nom du paysage, ou comment la protéger, et est-ce qu'actuellement elle est assez protégée, ou qu'est-ce qui pourrait manquer ? Vaste question. Ça me fait penser. Pour moi, l'environnement est un souci de riche, pardon de vous le dire, mais reste une contrainte. Je veux dire, on le voit bien. Il y a le remembrement qu'il y a eu fait qu'effectivement, c'était beaucoup plus facile d'aller vers l'arrachage des haies, etc. Pour toute autre raison. Et donc, il a été plus facile de faire ça. Et donc, on le voit bien aujourd'hui. On rentre dans un mécanisme inverse où il va falloir qu'on accompagne les gens qui ont l'utilité de la haie, que ce soit les chasseurs, les agriculteurs ou autres, à les accompagner là-dedans. Aujourd'hui, pour répondre à votre question directement, sur la problématique hygiène, je pense que les gens qui n'ont pas besoin de haies sont très contents qu'elles ne soient pas sur les cartes hygiène, parce que ça permet d'éviter justement de les identifier et donc à la limite d'en faire fi.
Peut-être définir les cartes IGN comme ça. Ah oui, IGN, l'Institut géographique national, et en gros, quand on parle des cartes IGN, c'est généralement les cartes 1/25 millième, qui sont les cartes qu'on appelle d'état-major, vous avez peut-être, oui, et sur lesquelles on voit bien tous les boisements, toutes les haies, etc., qu'on peut, et qui ont quelquefois valeur réglementaire, par exemple pour les cours d'eau, ça peut avoir des valeurs réglementaires. Donc en fait, on a un mouvement intéressant aujourd'hui sur les haies. Mais je pense que le législateur n'est pas encore complètement aguerri sur le sujet, parce qu'en fait, on voit bien sur la loi, le projet de loi sur l'orientation agricole, on vient plus en fait prévenir la destruction de haies que véritablement favoriser, en tout cas d'un point de vue réglementaire, que favoriser leur création. Donc ça, c'est un point intéressant. Et ça, on pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Mais et pour répondre à la définition de la haie d'un point de vue légal, en fait, c'est complètement polymorphe, parce que ça va être un espace boisé classé au titre d'un PLU, même un monument historique quelquefois, on peut les protéger au titre des monuments historiques, ça peut être une réserve d'habitat zone protégée. Alors, de la même façon qu'on parlait des forêts tout à l'heure, ça peut être la protection d'un habitat d'espèce protégée, et en même temps on demande aux propriétaires de débroussailler pour éviter les risques incendies. Donc on voit bien, on a un certain nombre d'injonctions contradictoires et de réglementations qui arrivent en millefeuille et qui rendent assez compliquée la définition de la forêt. Même comment dirais-je, l'inventaire forestier national n'est pas d'accord avec la définition de la PAC. Marc Fesneau nous dit qu'il va donner une définition elle-même différente de celle de la PAC. Donc on voit bien, on a une définition de la haie, on voit ce que c'est, on comprend. C'est pas un bout de forêt, c'est un petit bout de forêt, une tranche de saucisson de forêt. Mais la définition juridique est assez vaporeuse. Est-ce que je peux juste ajouter, est-ce que ça vient du fait que c'est à la fois un mur, une clôture et en même temps un écosystème ? Et je pense que c'est cette tension qui à la fois rend la haie absolument passionnante de toutes les façons, écologiques, historiques, économiques, politiques même, mais juridiquement c'est compliqué. Oui, bien sûr, c'est pas. De fait, on voit bien. En fait, si vous voulez, c'est un peu dramatique, parce que c'est un peu l'histoire du droit de l'environnement. Chacun y va avec son intérêt particulier, et donc on arrive avec un nouveau millefeuille réglementaire plutôt que d'avoir finalement une définition à peu près unique et à peu près simplifiée. Alors là, ça va être un peu simplifié avec le projet de LOA pour la destruction. On aura une déclaration unique, mais ça ne nous parle pas de la plantation elle-même, effectivement, et donc on rentre sur quelque chose d'évanescent. Donc, oui. C'est intéressant cette notion, parce qu'en fait, il y a un terme latin qui n'a pas trouvé de traduction en français. Autant agriculture vient d'aguerre, la forêt c'est Sylvia, etc. Et en fait, le mot saltus, qui est un terme latin, n'a pas de traduction en français. Et le saltus, c'est justement les haies, tout ce qui fait la fonctionnalité écologique des territoires, et donc sa richesse et sa résilience. On ne l'a pas traduit et ça n'a pas de statut. Et donc, avec quelques collègues, on a monté un lycée agricole l'année dernière qui s'appelle Saltus Campus, justement pour essayer de faire valoir cette notion. Mais je pense que ça ne suffit pas. On est loin. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les paysagistes des haies ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de représenter les paysagistes. En fait, le problème, je dirais, des corporations professionnelles, c'est qu'il y a parfois des formations qui déforment, en fait. C'est certainement pas les paysagistes qui font le paysage. Voilà. Et les paysagistes tels qu'ils sont formés travaillent beaucoup en milieu urbain et pas tellement en milieu rural. Et surtout, quand la haie est perçue comme un élément d'ornement du paysage, là, je pense qu'on va vers un écueil profond. Voilà. C'est-à-dire la beauté des paysages est la résultante d'un usage qui est équilibré, je sais pas comment dire, d'un bon usage. On ne peut pas décréter en fait que quelque chose est ornemental, et encore moins pour le paysage. Donc je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait d'autres paysagistes. Je ne pense pas être représentative des paysagistes. Au titre du PLU, quand même
au titre du PLU, justement, on arrive à protéger quand même. Encore une fois, quand une haie peut être classée monument historique, enfin, en tout cas intégrée on arrive quand même à avoir ça. Et donc, on voit bien qu'il y a une vision paysagère, pour le coup, de la haie qui est moins, à mon avis. Enfin, quand on parle de monument historique, c'est moins l'utilité de la haie d'un point de vue biodiversité que son esthétisme, qui, à mon avis, est pris en compte. Mais ça reste évanescent quand même. Ça reste évanescent. Je trouve que c'est ultra intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on perçoit la beauté de la haie par sa fonction, même si on ne connaît pas bien la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans ça m'a frappé au début où j'ai dit que j'écrivais sur les haies, on m'a prise pour une folle dingote. Et après, chacun y est allé de son souvenir de haie. Et c'est vrai, Manon, souvent, ça a trait à l'enfance, là. C'est-à-dire qu'on est quand même nombreux à avoir eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui avaient un bout de jardin et on allait jouer volontiers au fond de la haie ou même sous la haie en plissant les yeux pour ne pas se piquer parce que ce n'est pas très dangereux une haie. Donc c'est un attachement, c'est-à-dire qu'il y en a qui croyaient qu'il y avait des sorciers dans la haie qui chassaient les crapauds, les sauterelles, voilà, qui les émiettaient. Enfin, bon, les enfants jouent avec les haies. Et je pense que cet attachement qu'on a, et quand on dit qu'une haie c'est beau, je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense que dans le beau, il y a une fonction dont on ne pourrait pas forcément détailler tous les rouages, mais qu'on perçoit. Et je pense que c'est ça qui fait l'attachement du paysage. Le paysage est une notion qui monte incroyablement en sciences humaines. En ce moment, on parle énormément des paysages. Je pense que ce n'est pas pour rien. A contrario, ceux qui s'attachent à la valeur patrimoniale d'un paysage, je donne un exemple très concret. Par exemple, si on a un château, un monument historique, et qui est dans un périmètre classé, et qu'on veut implanter une haie ou des arbres, que l'architecte du patrimoine a son mot à dire, il peut s'y opposer parce que ça peut gâcher la vue sur le monument historique. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, je pense qu'il y a effectivement une nécessité à mettre tout le monde autour de la table pour savoir quels sont les objectifs. Surtout que, moi je pense à un cas très précis où c'était la vue d'un château depuis l'autoroute. Et là, on se dit, mais alors l'autoroute n'est pas gênant. Et le fait d'implanter des arbres va gâcher la vue, gâcher, c'est quand même le mot utilisé, sur le monument historique. Là, je pense qu'il faut, on se fourvoie dans ce qu'est la beauté et l'usage d'un paysage et quel point de vue en fait on privilégie. Et ça c'est vraiment... Tu prends de l'avance sur ma question d'après. C'était, mais alors, bon, on aime les haies, c'est des bons souvenirs, elles servent à des trucs formidables. Pourquoi on en arrache 23 500 kilomètres tous les ans? Oui, et qui les arrache et pourquoi? Pour rebondir sur ta question, Isabelle, c'est aussi est-ce que finalement la pédagogie ne peut pas être une solution, alors porte ouverte, puisqu'en fait la question qu'on se pose, c'est finalement pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez valorisée? Si jamais elle est arrachée, c'est que peut-être que les agriculteurs ou d'autres personnes ne comprennent pas assez bien leur utilité. Moi, je veux bien la réponse d'un agriculteur. Oui, je vais vous la donner. Pourquoi on les arrache? Honnêtement, je ne sais pas. Pourquoi on n'ose pas les replanter? J'ai une petite idée. Tu parlais tout à l'heure de la PAC, la politique agricole commune. Une haie, quand elle est localisée et déterminée comme haie, elle devient immuable. Et je pense que bon nombre de propriétaires fonciers ne veulent pas se mettre un petit pansement sur le dos qu'ils ne pourront plus jamais retirer si leur système d'exploitation devait changer, si la taille des matériels devait évoluer. Il n'y a aucune souplesse d'accorder aux propriétaires fonciers à ce sujet. Moi, je considère bien comme quelque chose qui n'est absolument pas immuable. Si demain, j'ai besoin de la déplacer de 4 mètres, je la rase et je la déplace de 4 mètres. Bon, je la déplacerai, je la raserai après parce que je réagis toujours avec la biologie des espèces. Mais voilà, je pense que c'est un gros frein qui peut freiner les propriétaires fonciers. Autre chose, la PAC aujourd'hui, les aides que touchent les agriculteurs se décomposent en deux parties. Il y a les droits de paiement de base, auxquels nous avons quasiment tous droit, et il y a les aides du deuxième pilier qui, eux, sont activés par un verdissement de l'exploitation, donc par des éléments agro-environnementaux. C'est des mots rallonges, pas toujours facile à gérer, mais au niveau de la PAC, ça n'a vraiment pas de valorisation financière et ça ne va pas inciter les agriculteurs à œuvrer dans ce sens-là. Alors, du coup, que fait le législateur?
Le législateur empile. Le législateur continue à empiler. En fait, c'est assez dramatique. J'aimerais juste revenir, parce que la comparaison des haies sur les paysages est intéressante. C'est un débat qu'on connaît bien avec les éoliennes. Les monuments historiques, la confrontation entre la protection des paysages et la nécessité de faire le mix énergétique est bien connu de ceux qui pratiquent les dossiers d'éoliennes. Et c'est un vrai sujet. Et ce que vous évoquez toutes les deux, en fait, est assez intéressant parce que ça évoque la subjectivité. Et ce que je trouve ça plus beau, le débat sur les éoliennes était assez intéressant. J'avais entendu un journaliste, quelqu'un qui répondait à un moment, il dit « Moi, je préfère des éoliennes à des câbles électriques. » OK. Et l'autre, peut-être, préférera son monument historique à son éolienne. Donc, on le voit bien, il y a un caractère assez subjectif. Je vais revenir sur la question, évidemment, après sur le législateur. Mais, et donc, l'idée, à mon sens, vient plus... Il y a deux choses, François vient de le rappeler, il faut de la souplesse avant toute chose, parce que si on fait des choses immuables, jamais on ira. Ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, et on se rend compte que le législateur, en fait, ne fait qu'empiler des textes. Donc ça devient quand même assez compliqué. Et la chose, à mon avis, avant l'esthétisme, il faut voir l'utilité de la chose pour pouvoir la développer. Et c'est pour ça que je parlais de quel est l'usage, quel est l'apport. Alors on voit bien, pour un agriculteur, ça peut éviter l'érosion des sols. Pour des chasseurs ou d'eau, ça peut permettre de recréer une biodiversité disparue. Je rappelle quand même, c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à lire le livre de François. Quand on est à 40 couples hectares, là on en a 7 dans la Marne, vous êtes en grande plaine agricole avec un agriculteur qui vous démontre par A plus B qu'il est capable de faire revenir 33 couples de plus. Enfin, c'est quand même assez hallucinant de voir aujourd'hui qu'on a ça. Donc c'est vraiment un point intéressant. Et donc je pense qu'il faut voir la haie plus par son utilité que par son esthétisme. Toute esthétique qu'elle soit, évidemment, mais l'esthétique est trop subjective pour être véritablement appréhendée sereinement par le législateur, puis l'avocat, puis le magistrat. Maintenant, qu'est-ce que fait le législateur? Je vais répondre à votre question, enfin, j'y arrive. Pardon. Aujourd'hui, on a un projet de loi qui vous dit ça ne va pas, on n'a pas assez de haies, donc on va en replanter. On a regardé, pour être tout à fait transparent, on a regardé avec Manon, on a eu un plan en 91, un plan en 2020, un plan en 2021 et un nouveau plan en 2023. Donc c'est super. En fait, la haie, on en parle beaucoup et en fait, elle disparaît, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Et on voit aujourd'hui que ce que propose la loi, c'est pas de faciliter sa plantation, voire son déplacement, comme le suggère François, ce que je trouve assez sain. Il n'y a pas de vocation immuable à avoir une haie. François vient de le rappeler en plus, et si moi je devais le faire, je replanterais une nouvelle avant d'enlever l'ancienne. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Et aujourd'hui, on a ce plan haie là qui nous dit que d'ici 2030, on aura plus 50 000 kilomètres de haies à raison de 110 millions d'euros par an. Et quand je vous disais tout à l'heure que pardon cette réponse un peu longue, mais que l'environnement était un souci de riche, ça veut dire qu'il faut que le législateur, quand je dis ça, c'est pas un gros mot, ça veut dire qu'il faut que le législateur soit en capacité d'accompagner les gens pour qu'ils puissent assumer les coûts liés à ces contraintes, parce que replanter une haie sur une grande plaine de culture, ça reste une contrainte quand vous vous déplacez avec des machines. Donc voilà, donc on a ça aujourd'hui, et on parle plus de destruction que de souplesse en fait sur la réglementation. Oui, cela dit, est-ce qu'avec 110 millions, on replante 50 000 km de haies? Ça, c'est une première question. Pardon, j'ai même envie d'aller encore plus loin. C'est qu'on constate qu'on a au moins 700 000 qui ont disparu. Ça. Vous nous dites qu'on en a 7 à 8 000 qui disparaissent chaque année. Et là, 50 000... 23 500. Pardon, 23 000, autant pour moi. Et là, sur les 50 000, si on calcule, ça fait 7 ou 8 000 par an. Donc, de toute façon, on est loin de l'objectif. Mais ça veut dire, en fait, en termes économiques, c'est là où je m'inscris un tout petit peu en faux sur la précédente table ronde. En fait, il faut parler des valeurs des choses. Au contraire, il faut parler des services que la nature rend, et il faut qu'on soit en capacité soit de les rémunérer, soit en tout cas de les faire payer à ceux qui ne veulent pas rendre le service. C'est ça. Et donc, en économie, c'est l'internalisation d'une externalité négative. L'environnement, jusqu'à présent, c'est les fameuses ZAN que vous retrouvez un peu partout. Ça vous coûte moins cher de détruire la nature que finalement casser quelque chose qui a déjà existé pour le reconstruire. Donc typiquement sur les zones agricoles, sur les zones industrielles. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de détruire de la forêt, de replanter de la forêt sur des terres agricoles. Mais en revanche, il faut qu'on accompagne les gens qui sont en capacité pour refaire des choses positives et qu'on paye véritablement le coût de l'environnement. C'est ça le fond du sujet. Donc est-ce que 110 millions ça suffit par an? J'en sais rien. Est-ce que 50 000 c'est assez? Vraisemblablement non. Ce qu'on sait, c'est qu'en plus, sur le premier tour à 45 millions et 7 000 km de haies, il n'y avait déjà plus assez de pépiniéristes pour fournir les arbres. Après, donc, il faudrait peut-être commencer par aider les pépiniéristes, finalement. L'élément que j'aimerais juste rajouter, c'est surtout que... Donc justement, le législateur nous dit de planter des haies. La difficulté, c'est que comme souvent avec le droit, le législateur, quand il y arrive, incite. Mais est-ce qu'il permet de l'accompagnement tout au long? C'est-à-dire qu'une haie, elle est plantée, très bien. Après, je pense que quand
en lisant vos ouvrages à chacun et en discutant beaucoup avec Sylvain, vous en aurez compris, la difficulté, c'est que pour la haie, notamment, eh bien, c'est énormément en tout cas de travail. Et j'allais rebondir en demandant, en tout cas en vous demandant, Sonia, j'ai cru comprendre que vous vous êtes intéressée à la haie grâce à une révélation dans un pays. De ce côté-là, vous n'étiez pas très chauvine. Est-ce que finalement, les Français sont des mauvais élèves, ou est-ce que finalement, c'est tout le problème européen à part ces personnes qui nous ont quittés récemment ? Non, alors je voudrais juste rectifier, c'est pas que je suis pas chauvine. C'est vrai que j'ai eu cette révélation de l'intérêt des haies d'un point de vue philosophique, en fait, comme objet de pensée, quand j'étais en Angleterre, dans le Yorkshire, et je me baladais dans ce qu'on appelait des jardins ouvriers, potagers partagés, je ne sais pas. Et j'avais mon chien qui était tout fou. Et tout à coup, je me suis dit, mais oui, ce sont des murs vivants. Et j'ai regardé les haies, et je me suis dit, c'est cet antagonisme que j'évoquais tout à l'heure. On est toujours entre deux dans la haie, entre nature et culture, entre sauvage et domestique, entre art et science aussi. On est souvent dans un entre-deux. C'est un peu faire l'expérience illimitée du bord. Mais ce qu'on n'a effectivement pas beaucoup dit, c'est que la haie, il faut l'entretenir. Alors, il y a un écrivain paysan, comme il se dit lui-même, Jean-Loup Trassard, qui décrit merveilleusement le travail des haies, des trognes. Il y a une belle expo là, de la LPO dehors. C'est long, ça prend du temps d'entretenir les haies. Enfin, je pense, François, que vous en parlerez mieux que moi, mais je trouve que ça, c'est intéressant d'en parler. Ah bon, d'accord. En fait, je voulais juste dire que si c'est un problème philosophique, c'est aussi un problème technique. C'est-à-dire que là, on met en avant des financements pour de la plantation. Je ne sais pas comment vous avez planté vos haies, mais ça m'intéresserait de savoir d'ailleurs. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des itinéraires techniques qui sont effectivement problématique quand, par exemple, on a un plan de relance qui dit qu'il faut planter tant de kilomètres de haies et que les pépiniéristes forestières ne sont pas capables de suivre, et que, par exemple, en Île-de-France, on n'en a pas de pépinière forestière, donc on ne peut pas y arriver, en fait. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des haies dont on parle, elles n'ont pas été plantées, elles ont été le fruit, en fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, on est sur des petites terres, on épierre le champ et on met les cailloux au bord du champ, ça fait une haie. Donc en fait, il y a plein de façons, comme en forêt, il est mieux de faire de la régénération naturelle assistée. La plantation, je ne suis pas sûre que ce soit à l'avenir, en fait. Et nous, au sein d'Agrophile, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur cette question-là. Je vous invite à venir voir sur mon exploitation comment il n'y a pas un arbre qui a été planté. Et si j'en ai planté des morts. Pourquoi ? Parce que ça fait des perchoirs à oiseaux. Et donc, c'est les oiseaux qui sèment les arbres. Et il y a une vraie question, là aussi, philosophique, pour le coup, c'est-à-dire planter un arbre mort, finalement, ça appelle la vie. C'est quand même intéressant et ça coûte moins cher. Donc, en fait, il y a une débauche de moyens pour les plantations avec des résultats qui sont parfois décevants. Aujourd'hui, c'est un problème aussi technique. Comment on fait revenir des ligneux, parce que ce n'est pas que des arbres, c'est aussi des arbustes, etc., et de façon économe, et comment on peut rendre autonomes les agriculteurs vis-à-vis de ça. Et ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue par les plans de financement. Oui, je vais dans votre sens. J'ai fait ça dans une cour parisienne. J'ai proposé aux voisins, ils étaient d'accord, c'est de faire effectivement une haie sèche avec du bois mort qu'on empile et on met entre des piquets. Et on peut faire. Et puis après, je mets les bulbes de jacinthe dont on n'a plus usage, plein de choses. Et effectivement, ce qui est semé à ventre d'oiseau, j'aime bien l'expression, je crois qu'elle est de Trassard, c'est joli. Et ben voilà, c'est comme ça que les anciens faisaient souvent les premières haies. Effectivement, n'avaient pas forcément été plantées, mais étaient des haies sèches et qui devenaient vivantes. Et cette idée de faire de la vie avec du mort est aussi extrêmement intéressante. Alors, oui. Vous me demandiez comment j'avais planté mes haies. Alors, j'avais répondu à Moba avec une bêche.
J'ai acheté aucun arbre, c'est beaucoup des bouturages et quelques plants qu'on m'a donnés. Et cette haie, enfin les premières, elles ont une trentaine d'années. Je m'aperçois que les arbres que j'ai mis qui ont disparu. Et puis il y a des arbres que je n'ai pas mis qui, eux, sont apparus. Alors, tu disais, comment je fais pour les entretenir? Chez moi, c'est très simple, je ne les entretiens pas. Elles vivent comme elles veulent. Les essences qui se plaisent dans mon terrain et dans mon climat, elles se développent. Et les essences qui ne se plaisent pas, elles disparaissent, tout simplement. Les jachères fleuries que j'ai ensemencées, bon, on dérive un peu de là, mais on reste quand même sur de la biodiversité. On a semé des espèces de centaures, de bleuets, de coquelicots, de choses que nous, œil humain, on trouve très jolies, et c'est très joli. Et c'est aujourd'hui, elles ont 4 ans, 5 ans, et tout ce que j'ai semé a disparu. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est les armoises, le plantain, le chardon, du vulpin, c'est toutes les espèces endémiques de mon terrain et je ne vais pas lutter contre elles pour en mettre une qui est plus belle à mes yeux. Les aménagements, ils ne sont pas faits pour moi, ils sont faits pour les animaux. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que les effets du bouleversement climatique vont remettre en cause les haies et les essences qu'on trouve dedans? J'ai pas bien compris la fin de votre phrase. Les haies et les essences qu'on va trouver dedans. Ma foi, je fais un peu comme le forestier. Je peux que constater. Les frênes, ils meurent. Mais on peut pas se battre contre des champignons, contre des insectes. Il faut espérer que la nature va faire ces choses. Toute espèce animale ou végétale s'adapte ou disparaît. Eh ben, il va falloir qu'elle fasse leur job aussi. Le réchauffement climatique, on peut que le subir, moi j'y peux rien. Si à mon échelle je fais ce que je peux, on est tous des fourmis au milieu d'un monde que nous détruisons nous-mêmes finalement. Et je reste juste spectateur, je constate. Et alors? Mais je trouve que la nature, elle s'en sort vraiment bien. Ils sont quand même beaucoup plus adaptables que nous. Et aujourd'hui, il y a des pistes comme l'origine génétique locale des végétaux plantés. Moi, je m'interroge en fait. Je trouve que c'est une piste intéressante, mais j'ai du mal à croire que des végétaux, même d'origine génétique locale, qui sont élevés en pépinière et transplantés, en fait, rien que cette opération-là, déjà, elle fragilise le bon développement de l'arbre. Je me dis que des graines apportées à ventre d'oiseau, voilà, qui ne sont pas forcément d'origine génétique locale, quand elles germent là où elles sont censées pousser, ont une résilience qui est supérieure. Et moi, j'ai pu le voir depuis 20 ans sur les expériences que j'ai menées. Tous les arbres que j'ai plantés ont eu beaucoup de mal à s'implanter sur des sols vraiment très dégradés, et j'en ai planté très peu. En fait, c'est juste en comparaison avec ceux que je semais. Ils n'ont pas survécu, notamment les chênes. J'ai aucun chêne planté qui a survécu dans les conditions extrêmes dans lesquelles je les ai plantés. En revanche, tous ceux qui ont été semés sont aujourd'hui magnifiques. Donc c'est pour ça que je pense que oui, on peut s'interroger sur la génétique, mais je pense que les végétaux ont cette capacité en fait à s'adapter à partir du moment où ils s'installent là où ils vont grandir, c'est-à-dire du semi-direct. Voilà, j'y crois plus. Personnellement, et nous, on a le temps? Ça prend pas plus longtemps. Ça prend pas plus longtemps. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça prend pas plus longtemps. Et que de toute façon, comment dire, oui, c'est ça, c'est un peu qui vivra verra. Là, je pense que personne n'a la solution. On peut que constater une situation. Je pense que c'est mieux d'avoir des arbres que pas d'arbres. Voilà. À partir de là, ouais. Vous êtes tous les deux en Île-de-France, je crois. Qu'est-ce que vous constatez autour de vous? Il y a de plus en plus, oui, autour de l'un et de l'autre. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent ce chemin de la biodiversité, ou il y a encore une forte résistance devant la plantation de haies? C'est juste une expérience, mais j'ai été il n'y a pas longtemps dans un lycée agricole, dans le Bourbonnais.
Et c'était intéressant parce qu'il y avait des jeunes gens dont les parents étaient agriculteurs, donc ils se destinaient eux-mêmes à être agriculteurs, et eux étaient plutôt réticents. D'ailleurs, ils m'attendaient un peu avec un bazooka, sympa mais avec un bazooka. Et il y avait ce qu'eux-mêmes appelaient les NIMA, les non issus du monde agricole, et qui veulent devenir agriculteurs et qui n'avaient pas tout à fait la même approche. Alors après, ils ont des cours et je me souviens d'ailleurs, c'était intéressant, on a visité l'exploitation et le directeur de l'exploitation faisait observer, on était le long d'un chemin bordé de part et d'autre d'une haie, et on était fin mars, et sur une des haies avait été taillée au carré et l'autre juste les côtés. Et il faisait observer que celle dont les seuls côtés avaient été taillés avait poussé en hauteur et il y avait des fleurs, donc j'ai compris, pas pour les perdrix. En revanche, il faisait observer qu'au sortir de l'hiver, les pollinisateurs étaient tout maigrelets, ils avaient faim et donc ils étaient bien contents de butiner les fleurs et donc il valait mieux tailler les haies comme ça juste sur les côtés. C'était intéressant et donc les élèves avaient les mêmes cours. Mais je pense que voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, c'est une préoccupation. Juste pour rebondir, tout à l'heure, il a été évoqué dans la table ronde précédente la biodiversité jardinière. Et c'est vrai que la haie, moi j'ai observé, que ce soit à Paris, à la campagne, en cas de canicule, de stress très fort, elle s'en sortait mieux parce que elle est, en tout cas celle que je côtoyais, était variée. Et en fait, c'est vraiment du bon sens et de l'observation. C'est-à-dire que si vous prenez une jardinière et que vous mettez une seule espèce dedans, que vous la soumettez à un grand stress, si l'espèce meurt, tout meurt, il n'y a plus rien dans votre jardinière. Si vous mettez plusieurs espèces, vous les soumettez au même stress. Il y en a certaines qui vont mourir, d'autres qui vont mieux résister. Celles qui vont résister vont protéger un petit peu peut-être les champignons, la faune, la faune, la microfaune, etc. Et ça repart. Donc ça, c'est aussi de l'observation et du bon sens. Oui, peut-être aussi dire qu'il faut miser sur la jeunesse et que je constate à quel point plus les urbains, d'ailleurs, sont capables de protéger des arbres adultes et pas du tout s'intéresser au stade juvénile. Et je pense que le stade juvénile des arbres est un stade qui n'est pas du tout valorisé ni reconnu. Peut-être parce qu'il est inconnu. Parce qu'il est inconnu, et c'est pour ça qu'on piétine allègrement des arbres en puissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir culturellement à se partager. C'est-à-dire, avant d'être le roi des forêts, il y a eu une petite plantule, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qu'il faut protéger dans la réglementation, c'est-à-dire le statut des jeunes plantules. Mais non, alors, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je vais vous dire, mon principe préféré en droit de l'environnement, vous pouvez mettre tous les principes que vous voulez, c'est vraiment la notion de développement durable. Et donc, du coup, c'est véritablement revenir au caractère cyclique des choses. C'est, en fait, et j'aime bien cette définition qui peut peut-être vous surprendre, mais en fait, le développement durable consiste à dire, servez-vous autant que vous voulez de la nature. Alors, ça peut paraître surprenant, évidemment, et c'est choquant si on n'entend pas le reste de l'autre, à condition, évidemment, que vos enfants, donc les générations d'après, aient la même capacité d'usage. Et là où je suis effectivement assez d'accord, on peut voir un grand cerf, c'est magnifique, mais il faut voir le fond avant. On peut voir un arbre tricentenaire, c'est aussi bien effectivement de gérer ça. Et dès lors qu'on arrive à se mettre dans le temps de la nature et donc dans la gestion cyclique, nous on s'adapte à ça en fait. Hein. Et c'est là où je vous rejoins complètement. Et c'est là où on doit véritablement renforcer la gestion cyclique de la nature, véritablement pour la protéger. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des raideurs qui vous fige en fait ad vitam. François le rappelait tout à l'heure, si on doit pour des raisons X ou Y sans perdre le bénéfice de ce qu'on a fait avant modifier les choses, il faut que le législateur soit en capacité de faire ça. Et donc pour repenser à mon avis un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Mais je suis partagé. Oui, je trouvais intéressant pour les générations futures, mais déjà dans l'usage de la nature, il y a, je trouve, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience. Je ne sais pas quel est le coût écologique de mon téléphone portable ou de la crème que je me mets le matin sur le visage. Et ça, c'est un problème. Et
Et une des choses que je me suis dites à l'issue de mon travail sur les haies, c'est que, en fait, je voudrais qu'il n'y ait plus de sans y penser, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement arracher une haie, abattre un arbre, on en a besoin, qu'on puisse consommer la nature le cas échéant, mais que ce soit fait sciemment, à dessein, en ayant conscience que pour pousser, la noisette, elle est devenue noisetier, ça lui a pris du temps, que la nature, ça lui coûte. Et ça, c'est vrai qu'on est un certain nombre d'entre nous, et je me mets dedans, à ne pas forcément se rendre compte. Et ça passe par l'éducation des enfants. Il est vrai, je le constate aussi, que les jeunes agriculteurs qui arrivent aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés à la cause de l'environnement. Mais la génération de mon père, ils ont défriché, ils ont arraché des arbres par milliers. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Il fallait le faire, c'était l'après-guerre, il fallait juste donner à manger aux gens. Voilà, la préoccupation n'était pas écologique, c'était juste, on ne voulait pas mourir de faim. Aujourd'hui, ouais, il y a une jeune génération qui arrive, qui est sensibilisée à ça. Il ne faudra pas oublier quand même que le seul qui aura le dernier mot de la fin, ce sera le propriétaire foncier, qui dira s'il accepte, comme tout à l'heure, les forêts privées, s'ils acceptent ou pas d'aménager en faveur de l'écologie ou non. Et le levier, il est là. Ça fait quelques mois que j'ai sorti mon petit ouvrage, que je le fais véhiculer, et je m'aperçois qu'il y a un gros frein dans l'implantation de ces éléments agroécologiques. C'est vraiment les agriculteurs qui ont encore une notion très, très productiviste. Mais, je vais quand même finir sur une belle note, ça bouge. J'ai deux voisins qui ont lu mon ouvrage et qui sont venus me voir en me disant « François, je voudrais que tu nous aides à faire la même chose chez toi ». Et hier, j'étais aussi dans un lycée agricole où j'ai eu la chance de voir mon livre couronné d'un titre qui s'appelle « Culture ta biodive », qui était lancé par la Chambre d'agriculture de mon département. Et on était une dizaine de finalistes et j'ai entendu chacun finaliste présenter son projet, non, ses réalisations, parce qu'on était sur des réalisations. Et croyez-moi, il y a des belles choses qui se mettent en place. Il y a des gens qui sont très observateurs, qui sont intelligents, qui savent raisonner correctement. Et croyez-moi, il y a des belles choses qui vont se mettre en place. Il faut juste pas leur couper l'herbe sous le pied, les encourager. Le bus commence à pousser, il faut mettre la main dessus et pousser dans le même sens qu'eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vais quand même un peu pousser le bouchon, parce que je vais m'inscrire en faux quand même pour une partie de ce que vous dites, puisque effectivement, on leur laisse parfois un peu de souplesse, et ils détruisent chaque année 23 500 km de haies. Donc, c'est quand même pas une paille, ça. Ça veut dire qu'en termes de mouvement, on est encore à la ramasse, quoi. Je parle de ma région, la Champagne. Moi, je vois des haies plantées, je ne vois pas arrachées. Alors, je pense que ça doit être peut-être de l'emprise de la ville ou des industries, des industriels sur le monde agricole, qui doivent faire une empreinte aussi. Il y a tous les parcelles de bocage normand qui étaient bordées de haies qui n'ont plus leur utilité parce que l'élevage n'est plus là. Alors, peut-être que c'est là où ça se passe, mais à l'échelle marno-marnaise, les choses bougent dans le bon sens. Mais je ne veux pas parler pour ce que je ne connais pas. Je comprends. Il y a une question à laquelle finalement vous n'avez pas répondu, Sylvain. C'est que fait le législateur? Qui l'influence? Comment il travaille? Quel est le rôle du législateur français par rapport à l'Europe? En gros, je crois que la question, c'est est-ce qu'il chausse ses bottes ou est-ce qu'il reste dans son bureau? C'est une bonne précision, vous avez raison. Non, mais c'est d'une manière générale. Il y a quelque chose que j'aime bien chez le législateur, en tout cas en droit de l'environnement, sur la matière que j'arrive à peu près à maîtriser, c'est qu'on voit il y a une tendance de fond, et j'espère que ce plan est. Alors, vous avez compris, il y a 50 000 km. Pardon, pas 50 000. Non, autant pour moi. J'en perds mes notes, 50 000 km qui devaient être plantés d'ici 2030. On a bien compris que ce n'était pas suffisant, mais ce que j'aime bien sur la démarche qu'il y a, et je pense que véritablement on ne peut pas avancer sur l'environnement si on ne fait que de l'environnement punition. C'est vraiment quelque chose si on ne fait que de l'environnement punition, si on ne fait que sanctionner les gens à chaque fois en disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et je préfère qu'on mette en avant les choses vertueuses
pour accélérer ensuite le mouvement vertueux. Et il y a un mouvement qui m'intéresse beaucoup de ce point de vue-là, c'est, et on le voit bien, ça a commencé un peu avec le bonus-malus écologique sur les voitures. Au début, on a dit, bon, ça va être un truc à peu près neutre, et plus c'est allé, plus on a aggravé les choses. Et donc, allez, reprenez le début. Aujourd'hui, on donnait de l'argent à des voitures qui aujourd'hui ont un malus. Donc, on le voit bien, il y a ce mouvement, en fait, on dit, on va vous récompenser, puis on va faire quelque chose de neutre, puis on va vous sanctionner si vous ne faites pas le mouvement qu'on vous a demandé de faire déjà il y a 10 ans pour ces accompagnements-là. Et donc je trouve ça assez intéressant quand on a ce côté pédagogique, on laisse le temps aux gens d'avancer vers les choses, vers la direction qu'on veut poursuivre. Après, là où je rejoins effectivement la sous-question de Manon, c'est le problème, c'est que très souvent, ils sont déconnectés. Encore une fois, les haies, vous voyez bien, c'est insuffisant. La réglementation que je vois là, elle est de toute façon contraignante. Aujourd'hui, je n'ai pas vu, alors vous avez une évaluation environnementale pour les boisements supérieurs à 5 000 m². Voilà. C'est à peu près ça que vous avez. Donc, c'est juste une contrainte pour la planter. Ce n'est pas une facilitation. On vous dit qu'il y a un budget. Les pépiniéristes, vous le dites, sont vides. Donc, il y a peut-être quelque chose d'autre à voir. Peut-être que de la régée naturelle intra-régionale avec des sols à peu près identiques pourrait accélérer les choses. Mais effectivement, par moment, on sent quand même que très clairement, le législateur prend des sujets qui sont des sujets d'actualité. La séquence du salon de l'agriculture était complètement faramineuse pour moi parce que c'était vraiment le législateur a dit bon, on va à fond sur la protection de l'environnement au niveau européen, on y va là. Et là, on a les agriculteurs qui du coup on arrête tout. On a l'impression que c'est un peu des lapins pris dans les phares d'une voiture. Il n'y a pas de cap sur l'environnement. Et ça me pose problème. Quand on parle de bois, il faut parler de haies. Quand on parle de haies, il faut parler d'agriculture. Et il faut qu'on mette en balance tous les besoins, c'est la pyramide de Maslow basiquement. Hein. On a besoin de s'alimenter d'abord, ensuite on a besoin de se mettre un toit sur la tête, et il faut que le législateur arrive à avoir une vision globale sur l'environnement. J'avais produit par un manifeste, un écrit sur la souveraineté environnementale. Pour moi, c'était vraiment, il fallait que l'environnement chapeaute tout, mais qu'on laisse rien au dogme et tout à l'environnement. Et une fois qu'on a défini nos besoins essentiels, on redéfinit nos politiques globales. Mais là, on le voit bien, le sujet, c'est typiquement le sujet qui est sorti comme un pop-up. Puis voilà, on s'est dit, tiens, on va faire 50 000 km en 2030, on met 110 millions par an, et roule. Et ils n'ont rien prévu derrière. Enfin, encore une fois, on voit bien. Moi, j'ai envie de dire qu'on a aussi un petit problème pour se comprendre, en fait, puisque c'est un problème sémantique ou de vocabulaire, je ne sais pas. Mais donc, comme on disait, quand on parle de haies, en fait, on ne met pas forcément la même chose derrière. Là, vous venez de parler de régénération pour des haies. En fait, c'est en forêt, on parle de régénération naturelle assistée, mais en milieu agricole, s'il n'y avait pas de haies avant, on ne va pas parler de régénération naturelle assistée. C'est en fait souvent des glissements de termes qui font qu'à un moment donné, plus personne ne sait vraiment de quoi on parle. Et ça, je pense que c'est un vrai problème d'imprécision et de simplification. Et cette simplification, elle est délétère. Mais en fait, la complexité, elle n'est pas vendeuse. Donc, on ne sait pas tellement expliquer la manière dont il faudrait aborder les choses, puisque si on commence à rentrer dans le détail des choses, on perd tout le monde. Donc oui, c'est plus simple de faire des effets d'annonce. On va planter 50 000 km de haies. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. et donc là, on ne sait pas où. Enfin bon, voilà. Après où, oui, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, peut-être qu'il faut un glossaire. Enfin, essayer de mettre les bons mots. Enfin, retrouver le goût de la précision et de la complexité. Et ça, c'est pas gagné. J'ai plutôt l'impression que pour préciser, il faut connaître, puisqu'on met souvent des mots à la place des autres, tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, ou alors des très beaux mots pour pouvoir finalement faire stylé. Moi, la question que je me pose, c'est plutôt, est-ce que les agriculteurs, justement, eux-mêmes, puisqu'ils peuvent être entendus, et on l'a vu avec leur jet de boue, est-ce qu'eux-mêmes sont assez au courant, assez au fait de l'utilité de ces haies, de leur diversité? Est-ce que les rendements suivent, puisque finalement, on entend une opposition constante entre environnement, biodiversité, et finalement, attention, souveraineté alimentaire. Est-ce que vous voyez l'environnement en tant qu'agriculteur comme une gangrène qui nous embête, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas assez bien compris
et qui n'est pas assez bien connu et qu'on ne fait pas assez main dans la main entre souveraineté alimentaire et environnement. Bah alors déjà, moi, j'aime pas ce mot environnement. C'est-à-dire, je pense que c'est un très mauvais mot, environnement. On n'est pas environné de quelque chose, en fait. On fait partie de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un milieu vivant. Donc, en fait, à partir du moment où on a déjà des mots qui disent pas vraiment ce dont il s'agit, en fait, quand on parle d'environnement, on s'exclut du vivant. Un agriculteur, il est au milieu au milieu, en fait. Et il fait partie. Donc, pour plein d'agriculteurs, effectivement, c'est un gros mot, environnement. Mais on peut constater qu'il y a énormément d'agriculteurs qui sont bien plus... qui font des actions en faveur de l'écologie, ou je ne sais pas quel mot employer, mais qui est bien plus efficace que... plein d'autres associations, pleines de bonne volonté, mais qui tapent à côté, en fait. Et donc, je pense qu'il y a aussi une confiance à avoir, et je rejoins tout à fait monsieur quand il dit qu'il y a plein de choses qui se passent, qui sont vraiment enthousiasmantes. Et voilà, c'est un problème culturel de méconnaissance aussi des urbains qui jugent très fort et souvent assez vite des actions qui sont menées par des agriculteurs. Je ne dis pas que tout est bien chez les agriculteurs du tout, mais je dis qu'il y a vraiment un problème culturel et de barrage entre des urbains qui parleraient d'un environnement massacré et des agriculteurs qui sont au milieu, voilà, et qui n'ont pas du tout ce sentiment-là, et donc qui est du bon côté du manche, en fait. Je pense qu'on est Mais vraiment... donc finalement, est-ce que les normes environnementales, est-ce qu'elles vous enquiquinent, et est-ce que finalement replanter des haies, si j'utilise le bon terme, pour vous deux, ce serait quelque chose qui vous permettrait d'améliorer vos rendements, puisque finalement, là, il y a deux questions en une. À la fois, la difficulté qu'on a avec, en effet, ces règles environnementales, et aussi la difficulté, donc on va dire, de protection, et de l'autre côté, la question des rendements, et donc de la souveraineté alimentaire. Le problème, il est très simple. Tous les aménagements que j'ai consentis sur l'exploitation, ça représente à peu près 1,5% de ma surface agricole. C'est pour moi une perte sèche. C'est-à-dire que c'est de la terre qui pourrait produire, me rapporter de l'argent, mais j'ai décidé qu'il allait produire de l'écologie, de la biodiversité. Pour aller au-delà, il faut que je réduise encore mon train de vie. Mais moi, j'ai des fermages à payer, j'ai des factures de carburant qui augmentent. Enfin, je ne veux pas vous faire on ne va pas faire le procès de l'agriculture aujourd'hui, mais j'estime que quand tout le monde aura investi 1% de son revenu dans des aménagements écologiques, moi, j'irai encore un petit peu au-delà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, épaulez-moi, suivez-moi, on va dans le bon sens. Si mon livre vous intéresse, j'avais proposé à une association écologique qui est très, très active sur notre secteur et qui on se sent très bien. Il dit, voilà, créez une cagnotte litchi ou autre chose, et puis pour chaque euro versé, je m'engage à ne plus cultiver 10 mètres carrés, car ça correspond à mon revenu à l'hectare. Donc plus de culture, plus d'engrais, plus de pesticides. Et comme c'est des gens qui ont une vocation écologique, je m'étais même engagé à ne plus chasser. Ça ne me dérangeait pas. Là, on a vu, on appelle ça une volée de moineaux. Vous voyez ? Plus personne. Quand on touche au porte-monnaie, on n'avance plus. Il y a un moment, il faut mettre la main à la poche. On ne fait pas tout avec le cœur. Bien dit. Je suis désolé, c'est la réalité des choses, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas impossible pour autant. La preuve, je l'ai fait et puis d'autres me suivent. Un lien un tout petit peu lointain, mais pour avoir envie aussi de peut-être mettre la main au porte-monnaie et de protéger, il faut se rendre compte. Et il y a une notion que j'ai trouvée intéressante en travaillant, c'est l'épidoptériste américain, qui est spécialiste des papillons, Robert Michael Pyle, qui a développé ce concept d'extinction de l'expérience. Et l'idée, c'est que, alors, ça vient de son enfance. Pour aller à l'école, il traversait un marécage. Il était dans l'Oregon, je ne sais plus, et il avait observé, il avait 7 ans, un petit papillon, un petit bronzé d'Amérique, qu'il ravissait.
Et un jour, ce marécage a été bétonné pour faire un parking. Et il a pensé, du haut de ses 7 ans, qu'il était sans doute le seul à s'être rendu compte que les papillons étaient allés butiner ailleurs. Et il en a développé ce concept, donc d'extinction de l'expérience, que quand une espèce disparaît, on ne peut plus en faire l'expérience directe. Et c'est un truisme, mais quand on ne peut plus faire l'expérience directe de cette espèce, eh ben, le jour où elle disparaît, on ne s'en rend pas compte. Et donc peut-être qu'on ressent moins le besoin aussi de mettre la main au porte-monnaie. Et c'est vrai que j'ai quand même l'impression que je pensais à la syntropie que j'ai découverte. Enfin, il y a plein d'agricultures un peu différentes, de conservation, où on bêche moins le sol, etc. La syntropie, ça vient d'un Suisse, Ernst Botsch, je crois, qui est allé au Costa Rica, puis au Brésil, investir justement, enfin, vous devez connaître, des terrains dévastés par les pesticides, etc., complètement desséchés, nus, arides. Et en fait, il s'est dit, il n'est pas le seul à observer que qu'est-ce qui se passe si on laisse un terrain faire, ça devient de la forêt. Et donc, il a fait comme fait la forêt. Donc, il a laissé tomber les branches pour que se récrée justement un sol, de l'humus. En 10 ans, je ne sais plus, le nombre d'hectares est ahurissant, 15 000 hectares. Il a fait une réserve naturelle et il fait sans aucun intrant, sans tracteur ni rien. Il a un cacao de folie qui est réputé, une nature qui a recouvré sa santé. Donc je pense qu'il y a plein... Et cette syntropie, il y a une jeune pépiniériste en Dordogne qui a été une de ses élèves qui importe ça. Il y a de plus en plus de choses qui sont inventées. Alors moi, je ne suis pas agricultrice, je suis juste jardinière à mon tout petit niveau. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses parce que quand vous disiez que celui qui a le dernier mot, c'est le propriétaire foncier, mais non, c'est la planète, c'est les méga-feux, c'est les canicules et que du coup, il faut bien faire quelque chose. Oh, ça va presque être le mot de la fin, avant qu'on passe la parole à la salle. Alors, on vous remercie. On va commencer. Juste avant quand même de passer la parole à la salle, moi j'ai une question, François. C'est est-ce qu'aujourd'hui ces bonnes pratiques, cette utilité des haies, c'est enseigné dans les lycées agricoles? Parce qu'en fait, il est là l'enjeu. Et carrément, je l'ai vu hier, j'étais dans un lycée où ils vont du collège jusqu'au BTS, ouais, ils baignent dedans dès qu'ils arrivent au collège. C'est un collège où ils ont une ferme, une école où ils ont une ferme qui est couplée. J'ai vu des bandes de miscanthus, j'ai vu de l'agriculture biologique, j'ai vu de l'agriculture de conservation des sols. Vraiment, ils baignent dedans, c'est la belle génération qui arrive. Merci pour ce débat qui était extrêmement riche. Vous m'entendez pas ? Si. J'ai beaucoup admiré la petite fille qui va se cacher dans la haie. Elle n'est plus chez sa grand-mère, hein. Elle est dans la haie. Il n'y a plus de propriétaire de la haie. Ça, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup admiré monsieur qui est capable de gérer son propre voisinage. Ça, c'est formidable. Chaque fois que vous faites votre haie chez vous, vous faites une belle expérimentation sur le plan biologie végétale. Mais par contre, peut-être que le voisinage ne se manifeste pas beaucoup, j'en sais rien. Vous avez parlé aussi des haies des nerviens. Et là, ça introduit une notion de temps extraordinaire, parce qu'on imagine mal les nerviens en train de... Excusez-moi, je ne sais pas me servir ce truc. En train de construire leur haie comme ça quand Jules arrive. Non. Elle était depuis longtemps, la haie. Ils l'ont emmenée sur leur terrain. Il y a cette notion de collectivité, cette notion de bien commun, cette notion de bien public, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui serait peut-être à creuser d'une manière un peu pointue, parce que vous avez parlé de saltus. Ça, c'est très intéressant, je ne connaissais pas du tout. Et vous n'avez pas parlé de veine pâture. Vous savez, c'était les habitudes qu'avaient nos ancêtres d'avoir des choses en commun. Vous aviez le four à pain, vous aviez la haie du coin, et la haie en Normandie, il y en a qui sont des haies mellifères, c'est-à-dire elles sont faites pour les abeilles. Quand on fait une haie pour des butineurs, on ne travaille pas pour soi. Il n'y a pas un profit. C'est quelque chose de totalement collectif et totalement donné. Voilà, c'est juste cette remarque. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a un programme de la FNSEA pour inciter les agriculteurs à replanter des haies ?
après les chasseurs, c'est derrière moi pour les chasseurs. Je suis ni syndiqué ni rien, mais je sais que la FNSEA a un programme qui s'appelle, je crois, Symbiose. Et Attendez, je vais vous retrouver ça. J'ai travaillé quand même. Et la Fédération régionale des chasseurs du Grand Est a un programme aussi de replantation, d'entretien et de restructuration des bords de champs. Ça, c'est génial parce que c'est même pas de l'emprise agricole, qui s'appelle Agrifaune. Voilà. Vous trouverez les QR codes. C'est national. En lien. C'est national. Hein. Donc il y a vraiment une dynamique qui se met en place. Tous les leviers sont là. Il faut juste les actionner. Voilà. Et pour répondre à votre question, en Ile-de-France, la FNSEA est vraiment le syndicat majoritaire. Notre association accompagne une centaine d'agriculteurs. Je pense que la majorité est syndiquée à la FNSEA. Donc voilà, ou pas syndiquée, parce que c'est en tout cas pas la Confédération paysanne qui est représentative en Ile-de-France. Donc je pense que ça vient des agriculteurs plus que des syndicats. Après qu'ils soient syndiqués à la FNSEA, quelque part, je ne pense pas qu'ils répondent à des directives de la FNSEA ou des orientations de la FNSEA pour planter ou pas, en fait. C'est vraiment, je pense, un mouvement de fond de la profession au-delà des syndicats, il me semble. Oui, mais quand il y a une mobilisation, ils sont tous derrière, donc ça veut dire que quand même, ils sont capables de suivre la FNSEA quand elle parle. Alors, autre question pour vous. Vous disiez tout à l'heure que en fait, vous aviez investi 1%, 1,5%, c'est ça. En fait, vous aviez une perte, mais en fait, vous en tirez un bénéfice, forcément. C'est peut-être ça qu'il faudrait expliquer aux agriculteurs. C'est qu'il y a un bénéfice derrière. Pas forcément financier, mais il y a un bénéfice. Malheureusement, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Non, il n'y a pas de bénéfice. On peut imaginer une armée d'insectes auxiliaires qui vont être là pour détruire les pucerons. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Les pucerons colonisent les parcelles, les coccinelles les consomment et en profitent de cette manne alimentaire pour se multiplier et limiter leur croissance. Mais c'est le puceron qui arrive en premier. Cette année, vous avez vu, il y a plu un petit peu. On a une foultitude d'escargots, mais aussi de limaces. Et le long de haies, j'ai des dégâts de limaces sur la culture de betteraves notamment. Bon, c'est acceptable à mon niveau parce que j'ai l'esprit assez ouvert pour voilà. Et puis ces limaces, elles sont en train de nourrir les faisans et les perrots qui vont bientôt éclore. Donc elles sont bienvenues tant que les dégâts restent limités. Mais voilà, la haie, la bande enherbée, abrite des insectes et des oiseaux qui sont tour à tour néfaste, tout retour auxiliaire. C'est vraiment une alchimie qui est très très compliquée à cerner. Moi, je fais que regarder et admirer à chaque fois, mais je gère rien. Je gère rien. Oui, c'est compliqué, mais il y a quand même l'apport de protection contre le vent, l'érosion, l'humidité. Enfin, pas la protection contre l'humidité. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, vous avez raison. L'érosion, elle est fortement limitée. Aujourd'hui, on parle de stockage de carbone et d'agriculture de conservation des sols. C'est des choses qu'aujourd'hui on sait faire avec des matériels qui sont adaptés à ça. C'est-à-dire que la charrue, elle est prohibée ou presque. On a une vie microbienne. Je participe à l'OPVT, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Observatoire participatif des vers de terre. Ah oui. Voilà. Et je fais ces comptages tous les ans. Et je vois évoluer sur mon exploitation, mais ce qui est dommage, c'est que j'ai aucun retour au niveau national. Donc je ne sais pas si je suis là ou là. Bon, c'est pas grave. Je le fais quand même parce que ça m'amuse. Mais voilà, il y a des choses. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas idiots. Ils savent travailler intelligemment. Il y a des gens pour qui il n'y a rien à faire. Vous savez, j'ai mon grand-père, il disait beaucoup de choses. Il disait un veau, ça peut devenir une vache. Mais un con, voilà, ça reste un con. Ouais. Je voulais intervenir justement sur je crois que c'est les prestations des services environnementaux, c'est-à-dire que notre société doit financer les agriculteurs pour la préservation de la biodiversité, la préservation des sols, la préservation de l'eau, etc. C'est un coût parce que les apports, c'est peut-être en long terme pour l'agriculteur, mais c'est du long terme. Donc en court terme, les investissements ou les privations de revenus, de rendement que cela occasionne doivent être financés par la collectivité.
Je représente la LPO, Comité de bassin Seine-Normandie. J'essaye d'être un de ceux qui poussent pour augmenter les subventions pour les prestations et services environnementaux. C'est absolument essentiel. Une deuxième partie de mon intervention concerne le périurbain et urbain. Bon, je pense que l'enjeu biodiversité et sol vivant, c'est bien en milieu rural que ça se situe. Ceci dit, la biodiversité, elle doit être partout. Elle est aussi en milieu périurbain et urbain. Et la population, elle est en périurbain et urbain. Hein, de façon très majoritaire, on le sait. Et donc, la conscientisation à l'importance de la haie devrait se faire dans ces milieux-là. Je suis catastrophé par le béton vert dont vous avez parlé. C'est-à-dire une fonction de haie, je ne vais pas dire de protection, parce que pour moi, ce n'est pas la protection, c'est chacun chez soi, et donc l'invisibilité par rapport aux autres qui fait qu'on a des haies mortes. Et pour ces haies-là, mais aussi pour toutes les autres qui peuvent être vivantes, l'élagage systématique au printemps, parce qu'il faut empêcher que ça pousse, etc. Et donc, l'inculture par rapport aux besoins biologiques du vivant, quoi. Je trouve ça catastrophique et je ne sais pas comment on arrivera à revenir là-dessus rapidement. Voilà. Donc, deux sujets. Pour rebondir sur votre question, finalement, il me semble que l'essentiel est sûrement, et c'est pour ça peut-être que j'ai envie de donner la parole à Sonia là-dessus, c'est que il me semble que l'importance du récit, et parce qu'on parlait sur la table ronde précédente de Colbert et de nos jardins à la française, magnifiques, mais très très bien taillés, contrairement aux jardins anglais. Et peut-être que c'est aussi une question de récit, puisque finalement... moi, je pense à mes grands-parents. Qu'est-ce qu'ils font à chaque fois, dès que l'hiver est passé ? Jean, tu iras bien tailler la haie. Voilà, donc, notamment parce qu'il faut que ça soit clean, parce que sinon, à qui est la haie ? Alors, si c'est au voisin d'à côté, il faut aller tailler la haie du voisin d'à côté. Donc, la question qu'on se pose, c'est plutôt comment raconter un récit collectif, peut-être pour aller dans votre sens, où finalement, on va dire, quand c'est un peu plus fourni, c'est pas grave. Je souscris, je suis complètement d'accord, ça c'est sûr. Voilà, on change d'ailleurs, hein, je veux dire, on laisse les feuilles mortes de plus en plus en place, on ne tombe plus nos mots in May, etc. On utilise d'autres couvre-sols. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Sur le récit, c'est vrai que moi, c'est mon métier, donc j'utilise les mots. Je suis assez pour des bottes en caoutchouc et des mots. Parce que par ailleurs, le problème du récit, c'est qu'on peut vite virer aussi au greenwashing. Vous parliez du milieu urbain. Derrière chez moi, il y a un ancien hôpital qui a été racheté par la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit on va faire un écoquartier. Elle a abattu 50 arbres, près de 50 arbres qui avaient au moins 50 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis là, je les voyais pousser. Mais une aberration, je ne fais pas du tout de politique, hein, mais c'est un manque de bon sens dingue. C'est-à-dire que on a pris 5 degrés de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ont fait les voisins ? Ils ont mis des clims. On se marche sur la tête. Et ensuite, pour remettre quoi ? Alors oui, effectivement, peut-être des photinia, enfin bon, c'est plus des okuba ou des troènes, mais enfin bon. Je pense qu'avant le récit, il faut expérimenter, il faut favoriser ça. Alors pour le coup, chez les enfants, encore une fois, hein, c'est eux qui vont nous succéder et il faut leur ouvrir les yeux, il faut leur apprendre, les faire toucher. La sensorialité aussi du vivant, elle est extrêmement importante. C'est que on peut admirer déjà sans toucher, sans avoir envie de posséder, sans bêtifier, sans anthropomorphiser. On peut ressentir. Tout ça, c'est des questions d'apprentissage.
Deux secondes. Je rajoute juste un mot. Vous parliez de faire payer la collectivité pour les services rendus par les agriculteurs, pour les services non rémunérés par les agriculteurs par ailleurs, donc une perte de revenus. Là, ça touche le cœur du sujet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut internaliser une externalité négative. En gros, protéger l'environnement. Aujourd'hui, ça coûte de l'argent, ça ne vous rapporte rien. De même que quand votre opérateur téléphonique vous dit que vous avez le droit de changer votre iPhone tous les 2 ans, etc. Et là, je reviens un petit peu sur la notion de consommateur aussi. C'est à nous aussi au quotidien de regarder ça. Je pense que typiquement, plus on demandera de services, j'ai pas de problème à ce qu'on demande de services aux agriculteurs, si c'est pour replanter, etc. Plus il faudra rémunérer mieux leurs produits locaux et arrêter, par exemple, d'importer des produits agricoles moins disants, y compris ceux de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point aussi qui me semble assez intéressant. Et c'est à nous. Si ça va peut-être nous coûter plus cher d'aller acheter des meilleurs produits qui sont avec des normes qui nous conviennent. On s'achètera peut-être pas le dernier pull de chez Sisson ou de chez Sœur ou je sais pas quoi, mais au moins, si vous voulez, on aura eu cet impact-là. Et ça pose, c'est une question absolument fondamentale et quasi philosophique. L'environnement, ça coûte rien à détruire. Ça coûte à protéger. Donc, qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour faire ça? Parce que si c'est la collectivité, finalement, c'est une responsabilité qui est diluée au travers des prélèvements d'impôts indifférenciés, et c'est pas le consommateur qui le fait. Moi, je pense, enfin, pardon, je ne fais pas de politique non plus, ni trop d'économie, mais il me semble que quelqu'un qui prend un produit qui est moins 10 ans devrait lui être sanctionné financièrement. Donc c'est ça, il y a un débat à avoir là-dessus. Juste, ça coûte rien sur le moment, mais ça coûte, voilà. Non, bien sûr, dans l'échelle du temps, évidemment. Oui, je suis complètement d'accord. Après, par rapport aussi au fait qu'en milieu urbain, vous parliez ou périurbain des haies, il y a eu des articles ou même des essais qui ont été faits sur le bocage urbain. Comme il pourra y en avoir, je pense, sur la forêt urbaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas d'accoler le mot urbain à des choses qui relèvent en fait de typologies certainement mal définies. Parce que c'est vrai que si on arrive à parler de bocage urbain ou de forêt urbaine, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Voilà. Et donc là, il y a vraiment un problème. Alors Sylvie, votre question. Désolée de reprendre la parole. Donc de ce plan effectivement, on montre du doigt l'agriculture. Donc on veut redéfinir un paysage agricole. Mais finalement, le maillage de la France, c'est quand même des voies ferrées, c'est quand même des autoroutes, ce sont des départementales, des nationales, même si on les appelle plus comme ça. Et là, on ne replante pas de haies. Donc quid de l'espace non agricole qui pourrait être planté en haies? Vous voulez dire le long des... Excusez-moi, mais je pense que votre question est excellente et je pense que d'une manière générale, on fait quand même par moment porter une charge un tout petit peu trop lourde aux agriculteurs. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un moment, il faut quand même se calmer. Il faut que le législateur se calme. Je suis 10 fois d'accord avec vous. On a l'une des agricultures les plus splendides du monde. Je veux dire, alors on peut dire qu'elle est perfectible, on peut dire qu'on peut faire autre chose. Elle a été quand même capable de nourrir des générations de personnes depuis les années 60. C'est quand même fascinant. Moi, l'histoire de l'agriculture me fascine. De Gaulle, alors oui, il y a eu le remembrement et la destruction on crevait de faim, on sortait de la guerre, on a l'excédent commercial agricole date des années 60-70, c'est ultra récent. Donc c'est qu'on est capable de faire ça. Aujourd'hui, on est capable de se rendre compte qu'on arrive à mettre des contraintes sur les agriculteurs tout en ayant aussi une certaine forme de production. Donc je suis assez d'accord. Bon, je finis rapidement effectivement pour répondre à votre première partie de question. Il y a un moment, il faut peut-être effectivement lâcher les agriculteurs, améliorer ce qu'il y a d'améliorable évidemment. Les haies font partie de cela. Je suis très content d'avoir lu le bouquin de François parce que c'est vraiment la démonstration que ça peut marcher. Et après, il y a plein d'autres pans, évidemment. Les 23 000 m², les 23 000 km dont vous parliez tout à l'heure, les agriculteurs, ce n'est pas les seuls qui ont éclaté. Et, je pense que les haies à exploser sur les zones agricoles, il n'y en a plus, je pense, sur les 3/4 des 23 000 km que vous évoquez tout à l'heure, je pense il y a probablement d'autres secteurs. Donc, oui, évidemment, bien sûr, on pourrait replanter partout. Et ça fait des petits îlots à chaque fois. C'est peut-être toi qui pourrais nous en parler, du reste, des îlots de communication de haie à haie. Il y a les haies qui sont, bien sûr, on en a parlé pendant plus d'1 heure. Moi, j'ai préféré faire des buissons, des bosquets, c'est-à-dire qu'il y a 4 mètres de large sur 20 mètres de long, plantés avec des arbustes de basse tige.
ça ne me gêne pas du tout dans mon travail agricole. Et en termes de rapport, de ratio emprise agricole et effet bénéfique pour la biodiversité, je pense que c'est le meilleur ratio. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est 0,008 hectares d'emprise. Et à chaque fois, c'est une nichée de perdreaux, un couple de traque et pâtre, une bergère ornée printanière, et puis un couple de bercenderie qui tourne autour. Et ouais, une haie, c'est beau, mais quand il y a plein de petits buissons comme ça partout, et quand j'essaie de défendre mon projet devant les agriculteurs, je leur dis juste, fermez les yeux, imaginez votre territoire, mettez 100 buissons dedans. Et les gars disent, ouais, ça fait beaucoup. Et oui. Mais pourtant, en incidence financière, c'est peanuts. Et le rapport écologique, il est vraiment important. Vous parlez de rentabilité. Alors, j'ai pas la solution, mais j'en ai une. Je vais vous expliquer comment je fonctionne, moi. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de découvrir la graouze. La graouze, c'est un petit tétraonidé qui est endémique à l'île d'Écosse. Et les propriétaires terriens vendent le droit de chasse à des organisateurs de chasse, qui vendent l'oiseau à des chasseurs, qui revendent l'oiseau à des restaurateurs, qui revendent l'oiseau aux consommateurs dans son assiette. Et c'est une économie colossale qui permet aujourd'hui de préserver les mours. Les mours, c'est ces vallons avec la bruyère qui est l'habitat de cet oiseau-là. Et aujourd'hui, c'est par le prélèvement, par la mort, le sacrifice, on va dire, de ce que vous voulez, de quelques oiseaux, qu'on arrive à préserver cet écosystème-là. Et j'ai essayé de le répercuter un petit peu à mon échelle, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une quantité de chasseurs qui sont... Ils veulent du vrai. Les jeunes chasseurs, les chasseurs juifs, ils veulent du vrai, ils veulent plus l'artificiel, ils veulent plus de lâcher l'oiseau, ils veulent pas chasser dans les enclos. Ils veulent un petit tableau de qualité. Et tous les aménagements que j'ai consentis occasionnent un manque à gagner sur une exploitation de 2,30 € de l'hectare. Et je me dis juste que par la location du terrain à des chasseurs à 3 € de l'hectare, l'agriculteur il retrouve son manque à gagner. Et le chasseur, il est heureux de promener son chien dans un territoire riche en biodiversité et riche en gibier. Excusez-moi, mais juste on a Anna qui va pour resituer, il n'était pas question dans cette table ronde forcément non plus de la chasse, mais de parler effectivement des haies, de l'intérêt d'avoir de la biodiversité dans le monde agricole. Et je pense que c'est important de resituer là pour la fin du débat, qu'on ne parte pas trop sur la chasse non plus. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de personne pour défendre un peu l'autre côté. Il n'y a pas de personne de la LPO qui est là à la table ronde. Je me permets simplement de recadrer à la fin parce que... Merci. Avec plaisir. Et je me permets de redonner la parole à une personne qui voulait poser une dernière question. Alors, ouais. Alors, moi, je ne suis pas chasseur. Remarquez, on n'a pas parlé des haies, des cyclistes. Hein. Figurez-vous que les haies, on s'en sert pour les coureurs cyclistes. Elles sont bien pratiques pour nous abriter du vent. Sachez-le. Enfin, bon, c'était une petite aparté. Alors, j'ai une question Internet, évidemment. Vous savez qu'on est très suivi ce soir. J'ai une question de Valérie qui vous parle de quelque chose. Alors, on n'en a absolument pas parlé. Le déploiement de la fibre optique aérienne. Est-ce que c'est une source de destruction des haies, comme apparemment la question a été abordée par le CESE des Pays de la Loire? Vous avez une info là-dessus ou pas? Le déploiement de la fibre optique. C'était qu'effectivement, lorsque il y avait une partie de l'abattage de la haie qui était financée par l'opérateur de téléphonie. Non, c'était, voilà, non, on n'en a pas... Bon, voilà, j'ai posé la question Internet. Un bout de réponse là-dessus, c'est que de toute façon aujourd'hui, alors, c'est une façon de répondre sans répondre, mais le projet de LOA prévoit justement en fait des contraintes pour la destruction des haies. Donc je pense que ça, à mon avis, ça va canaliser ce genre de projet. Peut-être. C'est bon, mais j'ai déjà un micro.
C'est juste un tout petit témoignage. Moi, je suis journaliste et autrice. Enfin, je vois un peu la manière dont fonctionne aussi la communication. Quand vous dites que vous allez replanter 10 km de haies, vous pouvez faire un article parce que voilà, il y a un truc à annoncer. Quand vous dites on a évité de détruire des haies, où on a évité de détruire un patrimoine naturel, vous ne faites pas un article. Ça fait parler personne. Deuxième petit point. La calcul de notre richesse, entre guillemets, elle se fait avec de la valeur pécuniaire. Vous détruisez une haie, ça rapporte des sous. Vous la replantez, vous dépensez des sous, vous contribuez au PIB. Vous ne faites rien, vous ne contribuez pas au PIB. Donc voilà, on a aussi une façon de compter notre richesse nationale qui favorise des destructions, reconstructions, redestructions, reconstructions. Là, vous faites tourner l'économie. Si vous ne faites rien, que vous laissez les oiseaux qui ont le malheur de coûter absolument rien en plantation et en semis, si vous les laissez faire, et vous ne contribuez pas à la richesse nationale. Donc voilà, il y a quand même un truc un peu tordu dans notre façon de fonctionner, je trouve aussi, quoi. On va vous remercier, il est 21h. Et donc, sauf s'il reste une dernière question, mais sinon, merci. Si, une question ? Oui, c'est juste un peu une remarque parce qu'on a parlé des aspects économiques, etc., de la capacité de l'agriculteur à changer les choses et tout, mais en fait, je pense qu'on a des marges de manœuvre énormes si on change un peu les régimes alimentaires et donc, voilà, donc il y a une question politique qui est vachement importante derrière tout ça. Je pense qu'il y aurait les moyens de faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Bon, parce que après, on a dit aussi, on a augmenté beaucoup la production, etc. Super, mais voilà, vers quoi on a été ? Est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin ? Franchement, je crois pas, mais bon, voilà. Bon, cette fois-ci, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous d'être là. Ouais, tu as le livre à présenter. Juste avant, vous dire que les jeudis de l'école, on remercie énormément l'Académie du climat de nous accueillir et de nous prêter cette salle et ces locaux et de mettre à disposition cette salle. Vous dire qu'on fait une pause estivale et donc on reprendra les prochains jeudis de l'écologie en septembre. Quel jour, je ne sais pas, ça risque d'être le premier jeudi de septembre avec plein de programmes, plein de sujets, plein d'idées, des débats, des rencontres et même encore à plusieurs avec la JJH, avec d'autres associations. Évidemment, on leur prêtera des créneaux pour aborder plein de sujets. Donc je vous dis, moi je suis Antoine, je préside les JNE et je vous dis donc en septembre et je laisse la parole. Oui, alors je voulais aussi terminer sur une note joyeuse parce qu'évidemment, on n'a pas fait tout positivement. Mais ce soir, nous avons quand même 2 agriculteurs qui sont présents avec nous et qui essayent de préserver la biodiversité. Donc, rien que pour ça, j'aimerais qu'on les applaudisse puisque notamment, on a un qui a vu Paris pour la 2e fois. Je trouve aussi, et là c'est le petit moment présentation, alors moi je voudrais... à titre personnel, remercier, parce que je l'ai harcelé, mon maître de stage, Sylvain Pelletreau, d'être venu vous parler aujourd'hui. Également, j'aimerais aussi remercier évidemment ma co-présentatrice Isabelle et faire le petit moment annonce publicité. De François Mercier, son livre remarquable « Des perdrix facilement. Comment réconcilier agriculture, sauvegarde de la perdrix grise ». Et également un livre tout aussi remarquable, et je tiens à souligner que les deux sont très poétiques de manière complètement différente, et j'ai été ravie de les lire. Éloge de la haie pour un désordre végétal de Sonia Firchak, et c'est chez Philosophie Magazine éditeur. Merci beaucoup et à l'année prochaine.
Et je me permets aussi de dire, si jamais ça vous intéresse, la LPO organise des chantiers participatifs de plantation de haies dans des champs agricoles. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site si vous voulez participer et planter directement des haies chez des agriculteurs.